Nous avons déjà abordé le thème de la photosynthèse dans notre chapitre sur le métabolisme des cellules. Toutefois, ce phénomène joue un rôle fondamental sur Terre, c'est pourquoi nous allons y revenir brièvement. En sixième, vous aviez vu que tout être vivant produisait sa propre matière à partir de celle qu'il prélevait dans son milieu. Produire sa propre matière, c'est une manière de dire grandir, se développer. Pour cela, les êtres vivants prélèvent de la matière dans leur milieu, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent. Il faut se nourrir pour se développer. On voit bien qu'on est en sixième, on ne va pas trop loin dans les connaissances. Mais ça devient un peu plus intéressant avec vos connaissances actuelles de lycée. Car vous savez que la matière dont sont faits les êtres vivants, c'est de la matière organique. Or, parmi les êtres vivants, seuls les végétaux chlorophylliens sont à part. Là où tous les autres organismes fabriquent leur matière organique à partir d'une autre matière organique qui leur sert de nourriture, les végétaux chlorophylliens, eux, n'ont besoin que de matière minérale et de lumière. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité incroyable de prélever uniquement de la matière minérale dans leur milieu et de fabriquer avec la matière organique qui deviendra leurs feuilles, leur bois, leurs racines. Ce processus-là s'appelle la photosynthèse. Nous allons voir dans un premier temps comment on peut retrouver le bilan de la photosynthèse, dont j'espère que vous vous souvenez tous, en interprétant des résultats expérimentaux. Pour cela, commençons par nous demander à quoi ressemble cette matière organique produite. Comme toute matière organique, elle est composée d'eau et de molécules organiques. Et dans le cas des végétaux, la majeure partie des molécules organiques produites appartiennent à la famille des glucides. Voici deux exemples de molécules organiques produites par les plantes, qui constituent leur propre matière. Vous avez ici la cellulose et l'amidon. La cellulose est une molécule qu'on retrouve principalement dans le coton ou dans le papier, car c'est le constituant principal du bois. L'amidon, quant à lui, se trouve particulièrement dans les pommes de terre ou dans la farine. Si on regarde attentivement ces deux molécules complexes, on se rend compte qu'elles sont en fait, toutes les deux, constituées d'un très grand nombre de molécules de glucose liées entre elles. C'est-à-dire que la cellulose et l'amidon sont des polymères du glucose. Pour synthétiser, c'est-à-dire pour fabriquer de la cellulose ou de l'amidon, les végétaux doivent d'abord fabriquer des molécules de glucose. Examinons cette molécule de glucose. Sa formule, C6H12O6, montre que pour la synthétiser, il faut des atomes d'oxygène et d'hydrogène. On les trouve facilement dans l'eau, cette eau dont les plantes ne peuvent se passer. Mais d'où vient le carbone? D'où viennent ces 6 atomes de carbone? Nous savons qu'ils ne viennent pas d'autres molécules organiques, puisque les plantes n'ont pas besoin de sucre. On peut donc faire l'hypothèse qu'il vient d'une source très abondante de carbone minéral, l'atmosphère. Le carbone y est en effet présent sous forme d'un gaz, le dioxyde de carbone. Notre hypothèse, c'est donc que le carbone utilisé par la plante viendrait du dioxyde de carbone. Pour tester cette hypothèse, il faut comparer le développement d'une plante avec dioxyde de carbone et d'une plante privée de dioxyde de carbone. Et regarder si ces deux plantes parviennent à fabriquer du glucose. Simplement, le glucose n'est pas vraiment facile à mettre en évidence. Mais dans les plantes, dès qu'il y a synthèse de glucose, la plante fabrique automatiquement de l'amidon. Or, c'est pratique pour nous parce que la présence d'amidon est très facile à détecter. Il existe en effet un réactif qui s'appelle l'eau iodée, et avec ce réactif, l'amidon se colore en violet. Donc nous allons prendre une plante, ici par exemple un petit géranium. Comme dans toute expérience, nous devons penser à ce qui sera notre témoin. Ici, notre témoin, c'est une feuille, la feuille A, qui est située dans une atmosphère normale, entourée par un sachet plastique. Notre feuille test est également entourée d'un sachet plastique, mais l'atmosphère de ce sachet va être privée de tout dioxyde de carbone. C'est possible en utilisant une solution de potasse. Voilà donc notre dispositif expérimental. Naturellement, comme à chaque fois qu'on met en place une stratégie expérimentale, il faut penser à anticiper les résultats. Ici, si notre hypothèse est validée
alors on s'attend à voir de l'amidon, c'est-à-dire du glucose dans la feuille A, et rien dans la feuille B. Voilà une manière de présenter les résultats. On prélève la feuille A, on prélève la feuille B. On les décolore toutes les deux, et après décoloration, on les plonge dans de l'eau iodée. Si les feuilles contiennent de l'amidon, c'est-à-dire du glucose, elles seront violettes. Si elles n'en contiennent pas, elles restent incolores. Quand vous êtes face à des résultats expérimentaux que vous devez interpréter, ce que je vous propose, c'est de réaliser un petit tableau, rappelant ce que vous observez dans les documents, ce que vous savez, et l'interprétation, c'est-à-dire le lien que vous pouvez faire entre vos observations et vos connaissances. Ici, pour la feuille A, on observe qu'elle devient violette. Or, on sait que le violet témoigne de la présence d'amidon, lui-même fabriqué à partir de glucose. On en déduit donc qu'en présence de dioxyde de carbone, la feuille A pu synthétiser du glucose et de l'amidon. Quand on observe la feuille B, on voit que la feuille reste incolore. Elle ne contient donc pas d'amidon. On peut donc en déduire que sans CO2, la feuille n'a pas pu synthétiser d'amidon et donc qu'elle n'a pas pu synthétiser de glucose. En conclusion, cette expérience nous permet de dire que les feuilles utilisent le dioxyde de carbone de l'air pour produire du glucose, qui sera la base de toutes leurs autres molécules. Nous pouvons nous demander maintenant quelles sont les conditions pour que cette synthèse se fasse. Pour cela, nous utiliserons un graphique que nous avions déjà étudié. Celui-ci nous montre, et je vous invite à refaire vous-même l'analyse du graphique, qu'à la lumière, les plantes chlorophylliennes consomment du dioxyde de carbone, ce qu'on vient de revoir, et produisent du dioxygène. Pour savoir dans quelle partie de la plante cette réaction a lieu, nous pouvons réaliser une autre expérience. Prenons une feuille de géranium d'un genre particulier, qu'on appelle un géranium panaché, car ses feuilles sont à la fois vertes et blanches. La partie verte est due à la présence d'un pigment particulier appelé chlorophylle. Ce pigment n'est pas présent dans la partie blanche. Si on décolore la feuille et qu'on la trempe dans de l'amidon, on observe les résultats suivants, que nous allons interpréter de nouveau avec notre petit tableau. On observe que la partie verte se colore en violet en présence d'eau iodée, c'est-à-dire que la feuille a synthétisé de l'amidon et donc du glucose à cet endroit. En revanche, la partie blanche reste incolore. Il n'y a donc pas eu synthèse d'amidon, pas eu synthèse de glucose dans cette zone. Cela nous montre que la présence de chlorophylle est indispensable à la synthèse de glucose par les plantes. Voilà à quoi ressemble la chlorophylle, ce pigment si important pour les plantes et qui leur donne leur couleur verte, ainsi que leur capacité à produire leur matière organique à partir de matières minérales. Ce processus est appelé photosynthèse et son bilan est naturellement à connaître. Lorsque nous avions regardé ensemble au microscope les feuilles d'élodée, nous avions vu que ce qui était vert dans les cellules des feuilles, c'étaient des petits organites qu'on appelle les chloroplastes, et ce sont eux qui contiennent la chlorophylle. Nous allons maintenant examiner pourquoi la photosynthèse est si importante dans le monde. Tout d'abord, mettons au point quelques définitions. Un producteur primaire, c'est un être vivant qui produit sa propre matière organique, sa propre matière par photosynthèse. En gros, ce sont donc les végétaux chlorophylliens et les quelques bactéries qui sont capables de faire la même chose. Quand on parle de productivité primaire, on parle de la quantité totale de matière organique qui va être produite par les producteurs primaires, c'est-à-dire la masse de tout ce qui est produit par photosynthèse. Cette quantité totale de matière organique produite, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Si on regarde la carte représentant la productivité primaire sur Terre, on peut voir où la photosynthèse est élevée, où est-ce qu'elle est importante sur notre planète. Qu'est-ce qu'on constate? Tout d'abord sur les continents. On constate que tous les écosystèmes n'ont pas du tout la même productivité. Les producteurs primaires sur les terres émergées, ce sont les végétaux chlorophylliens, et particulièrement les arbres. Les écosystèmes à forte productivité primaire, ce sont donc les forêts. Et on les voit très bien sur la carte, en vert foncé. Forêt tropicale et forêt équatoriale,
que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Ce sont ces écosystèmes-là qui procurent aux végétaux ce dont ils ont besoin, à la fois du soleil et de l'eau. Dans les océans, la situation est différente. Les végétaux chlorophylliens que vous connaissez en milieu océanique sont les algues. Mais quand vous entendez algues, vous pensez plutôt à ça, les algues que vous trouvez sur la plage en été. Ce sont loin, mais très très loin, d'être les producteurs primaires les plus importants de l'océan. Les êtres qui font le plus de photosynthèse dans les océans ressemblent plutôt à ça. Ce sont des organismes microscopiques qui font partie du phytoplancton. Le plancton, c'est un ensemble d'êtres vivants aquatiques, de petite taille et qui dérivent au gré des courants. Dans le plancton, il y a une partie d'animaux, le zooplancton, et une partie de minuscules algues, le phytoplancton. C'est ce phytoplancton qui est responsable de la productivité primaire dans les océans. On voit qu'il y en a peu en haute mer. La productivité du phytoplancton est plus forte près des côtes. En effet, pour se développer, les microalgues ont besoin des sels minéraux qui sont apportés par les fleuves. Et donc, ils se développent majoritairement près des côtes. Pourquoi accorder tant d'importance à ces producteurs primaires? Eh bien, c'est parce qu'ils sont à la base de tous les réseaux trophiques de notre monde. Un réseau trophique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de chaînes alimentaires dans un écosystème. Prenons un exemple, ici, dans les océans. On remarque bien à la base, tout en bas de la pyramide, le phytoplancton. Ce phytoplancton sert à nourrir le zooplancton, la partie animale du plancton, qui lui-même sert de nourriture aux alevins, c'est-à-dire aux bébés poissons, qui sont eux-mêmes mangés par des poissons comme les maquereaux ou les sardines, et qui servent à leur tour de repas aux grands prédateurs comme les requins et les thons. Donc quand vous mangez 100 g de thon, il aura fallu 1 tonne de phytoplancton pour le produire. On peut se demander pourquoi il y a une telle différence. Pour expliquer ça, on va prendre un autre exemple, cette fois sur Terre. Et nous allons nous intéresser à une vache. J'espère que vous n'avez pas attendu la classe de seconde pour savoir que ce que mange une vache, c'est de l'herbe. Regardons donc ce qui se passe, un peu grossièrement, quand une vache avale 10 kg d'herbe. Sur cette matière organique ingérée, une partie ne sera pas assimilée du tout et repart dans les excréments. Une partie va être assimilée, mais sur cette partie assimilée, plus de la moitié va être perdue par la respiration. En effet, le carbone, qui est contenu dans les molécules organiques de l'herbe, va être transformé en dioxyde de carbone par la respiration de la vache. En fait, seuls 15% à peu près de l'herbe avalée va permettre à la vache de grandir ou de grossir. C'est dans cette différence qu'il faut comprendre la raison pour laquelle on a besoin d'1 tonne de phytoplancton pour produire 100 g de thon. Les producteurs primaires sont fondamentaux, car ils permettent de fabriquer de la matière organique à partir de matières minérales. Ils vont être mangés par des êtres vivants qu'on appellera les consommateurs primaires. Primaires parce qu'ils consomment les producteurs primaires. Consommateurs primaires qu'on peut trouver sur Terre ou dans l'océan. Ceux-ci seront à leur tour mangés par des consommateurs secondaires. Remarquez dans mon schéma, si l'homme se fait manger par le requin devient donc un consommateur tertiaire. Mais bon, habituellement, c'est plutôt l'homme qui mange le requin. Donc s'il n'y a plus de producteurs primaires, tout le réseau trophique va disparaître. C'est pour ça que la photosynthèse est vraiment un processus fondamental pour le maintien de la vie sur notre planète.